Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Interludes du mardi, désormais en podcast. Je suis Véronique Dugoujon, co-directrice associée d'Interludes Santé, l'agence digitale des acteurs de santé. J'accueille aujourd'hui Sabrina Michi et nous allons parler QVCT. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bienvenue à cet interlude du mardi. On est ravis de vous retrouver. Je suis ravie d'être avec Sabrina Michi, qui est consultante, coach et surtout experte en QVCT. C'est notre thématique d'aujourd'hui. Vous étiez très nombreux à vous inscrire. J'espère que les participants vont nous rejoindre au fur et à mesure, signe que cette thématique, que ce sujet est vraiment intéressant. Donc voilà, l'idée de ce webinaire, c'est un format court, hein, c'est vraiment un retour d'expérience, un partage de bonnes pratiques et puis surtout des échanges entre professionnels. Donc voilà, dans un premier temps, Sabrina nous parlera effectivement de la QVCT au vu de son expérience dans les établissements de santé. Et puis dans un deuxième temps, questions-réponses ou alors témoignages. Bonjour à tous, donc Sabrina Michi. Moi, j'interviens dans les établissements de santé depuis une vingtaine d'années, notamment sur des sujets de système d'information. J'ai mis en place des dossiers patients informatisés dans des établissements privés, publics, sanitaires ou médico-sociaux. Et depuis toujours, en fait, il y a quelque chose qui me questionne sur qu'est-ce qui se passe quand on met en place ou quand on installe ces outils-là dans les établissements de santé. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les choses se passent au mieux pour tout le monde. J'ai l'année dernière décidé de formaliser en fait tout ça dans un DU, un diplôme universitaire, DU qualité de vie et conditions de travail, dans lequel j'ai développé un mémoire sur l'intégration des systèmes d'information dans les démarches QVCT. L'idée étant de réfléchir projet SI en termes et avec une vision, un focus qualité de vie et conditions de travail. Et tu es aussi autrice? Oui, je suis également co-autrice, tout à fait. J'ai eu le plaisir et la chance de pouvoir collaborer et co-écrire. C'est quelque chose qui est très prégnant chez moi, le co, faire les choses ensemble. Et donc, on a rédigé et écrit à plusieurs, 5 puis 8 autrices et auteurs, des romans qui parlent d'un jeune homme qui avance dans le monde du travail et qui est en quête de son bien-être et de son bonheur au travail. Donc voilà, c'est des livres qui sont pleins d'exemples. Passionnant. Qui sont plein d'exemples drôles aussi. Voilà, on essaie de faire quelque chose de très vivant. Voilà. De quoi parle-t-on vraiment? C'est quoi la QVCT? Oui, on a voulu commencer ce webinaire effectivement en repartant vraiment du cadre général. De quoi on parle quand on parle de QVCT? Alors peut-être certains d'entre vous ont remarqué qu'on parle de QVCT aujourd'hui. Une première définition est celle de l'ANI professionnelle, donc de l'accord national professionnel de 2013, qui parle de la qualité de vie au travail comme étant les règles, les dispositions qui permettent la modalité de mise en œuvre de l'organisation du travail pour concilier notamment modalité d'amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés et performance collective de l'entreprise. Ça, c'est important d'entendre que quand on parle QVT ou QVCT, on parle bien de conditions de travail et de performance d'entreprise. Donc la QVCT fait partie, est un des éléments de la RSE, hein, la responsabilité sociale d'entreprise. Et en 2022, la QVT a été remplacée dans le Code du travail par la QVCT. On a rajouté, l'ANACT a rajouté le C qui va intégrer encore plus la partie conditions de travail, puisqu'on va le voir au fur et à mesure de ce webinaire. La QVCT, dans la QVCT, on parle bien des conditions dans lesquelles le travail est exercé. D'accord. Une petite définition des 3 dimensions du travail. Oui, ça me paraissait important de redonner en fait les dimensions du travail qui ont été intégrées et présentées par Thierry Gomez, qui est un économiste, docteur en gestion. Donc, il parle des trois dimensions du travail subjectif, collectif et objectif. Dans une démarche QVCT, on peut se poser la question de ce qui va correspondre et ce qui appartient au travail subjectif, donc ce qui appartient aux individus propres, au travail collectif, ce qui va révéler donc des échanges, de la vision partagée,
le travail bien fait et le bon travail. Donc ça aussi, c'est des sujets qui sont intéressants à réfléchir dans une démarche QVCT. Et puis le travail objectif, tout ce qui va ce qui va parler des indicateurs, donc qui sont aussi un élément important de la QVCT. D'accord. Il y a les indicateurs. Et les 3 dimensions de la QVCT selon la NACS? Oui, alors là encore, ça me paraissait important de recaler, la QVT, la QVCT selon ces 3 dimensions-là. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord des principes et des méthodes. Une démarche QVCT, ça se met pas en place comme ça. Ça se met en place avec des méthodologies co-construites, réfléchies, pour favoriser le dialogue, pour expérimenter une nouvelle façon de travailler, partager une vision commune. C'est se poser la question des ambitions aussi. Quelles sont les ambitions qu'on a autour de la QVCT? Donc, construire une organisation favorable, améliorer le travail d'aujourd'hui et de demain. Et puis, quels sont les sujets de quoi on parle quand on parle? Quels sont les sujets dont on parle quand on parle de la QVCT? Et là, on va aller donc sur la fleur, ce qu'on appelle la fleur de la natte, les dimensions, les différentes dimensions, différents sujets. Donc, effectivement, quand on parle QVCT, on parle des relations de travail, on va parler du contenu du travail, on parle de la santé au travail, prévention aussi, on verra juste après que c'est un mot qui a été rajouté également dans nos services de santé, les compétences et les parcours professionnels, l'égalité professionnelle, le management participatif et l'engagement. D'accord. On retrouve ici la prévention des risques. Oui, alors prévention des RPS, là encore, ça me paraissait important de refaire un focus sur les RPS. On parle beaucoup RPS, donc les risques psychosociaux. Il faut avoir en tête que les RPS, c'est une des dimensions de la QVCT, mais que c'est pas l'intégralité de la QVCT. Et donc, quand on parle RPS, on parle des risques. Donc, qu'est-ce que sont les risques psychosociaux? Quand on parle vraiment de risques psychosociaux, on parle du stress, on parle des violences internes et on parle des violences externes. Ces risques, ils ont un impact et des conséquences pour les salariés et pour l'entreprise. On se rappelle tout à l'heure que la QVCT, c'est l'équilibre entre les conditions de vie et de travail des salariés et la performance de la structure. Et ces risques psychosociaux, on les anticipe en réfléchissant à quels facteurs de risque peuvent, dans notre organisation, générer effectivement ces risques psychosociaux et les conséquences derrière. Et donc, pour cela, une fois qu'on a identifié nos facteurs de risque, et ce sera la diapo suivante, on va réfléchir à quels sont les facteurs de protection qu'on peut mettre en place. Et ça, peut-être que certains d'entre vous le travaillent déjà dans leur DERP, leur document unique d'évaluation de risque professionnel, qui souvent est un document qui est vu et qui est vécu comme quelque chose d'un peu rébarbatif. S'il y a des partages d'expériences, je veux bien les prendre, et qui pourtant est une mine d'or et d'informations pour une réflexion sur quelle démarche QVCT est importante ou pourrait être mise en place, quel projet, quelle réflexion on pourrait avoir dans notre structure. Merci en tout cas pour ce premier état des lieux sur ces définitions. On peut peut-être se demander où on en est aujourd'hui avec quelques chiffres. Je crois que tu as préparé quelques chiffres, quelques données, quelques sources. Oui, alors déjà, quelques dates. Donc déjà, la QVT, c'est un terme qui a été inventé en 1972, donc ça date pas d'aujourd'hui. On en entend beaucoup parler ces dernières années, mais ça date pas d'aujourd'hui. Juste avant la création de l'ANACT, donc pour celles et ceux qui connaîtraient pas, l'ANACT, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. C'est une structure d'État qui réfléchit sur la mise en place et les démarches QVCT. Sans aller dans le détail de toutes les dates que je vous présente ici, mais encore une fois, vous les aurez dans le diaporama. Quelques points importants. 91, qui était la mise en place de la loi hospitalière avec des prémices et des informations, des éléments autour du projet social. Donc, on commençait à réfléchir sur le projet social dans les établissements. La définition des RPS en 2011, dans le rapport Golac, qui est vraiment la source et la base, en fait, sur laquelle on travaille quand on travaille et qu'on parle de RPS. Et puis, les lois de santé au travail de 2021 et 2022 qui renforcent les éléments de prévention. Et puis, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, le remplacement de la QVT dans le Code du travail par la QVCT pour ajouter ces éléments de conditions de travail. Quelques données? Tu as trouvé quelques données? Eh ben non. En fait, j'ai cherché si je trouvais des statistiques en fait qui me permettaient de voir
où est-ce qu'on en était dans les établissements de santé, si on avait des données chiffrées, pourcentage de démarches en cours, et j'en ai pas trouvé. Donc, ce que je peux dire en tout cas, c'est que ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup de prémices en fait ou de choses qui sont mises en place. Alors certaines plus importantes que d'autres, selon les établissements, selon les structures. Ce qu'on voit, c'est que au travers des certifications, l'HAS tend à inciter aux démarches QVT, QVCT, puisqu'il y a un volet spécifique QVCT dans les certifications HAS. Et puis, on identifie des risques dans les établissements de santé. Donc, évidemment, les établissements de santé, c'est les structures, font partie des structures dans lesquelles on regroupe beaucoup, malheureusement, de facteurs de risque. Les intensités de travail, bien sûr, parfois des vétustés de locaux, les temps de travail, des fois les violences qui sont vécues, ça peut être l'agressivité des patients entre collègues, des familles, des obligations de rentabilité, un temps qui est très contraint. Donc voilà, des conflits de valeurs, etc. Dans les chiffres qu'on se donnait tout à l'heure, alors j'ai dit non, j'en ai pas trouvé, mais j'en ai quand même trouvé un petit peu, pas tant sur les démarches, mais plutôt sur les syndromes, en fait, les pourcentages de personnes qui sont impactées par ces risques psychosociaux. Et l'adresse constate que 41% du personnel hospitalier déclare plus souvent des symptômes de dépression et d'anxiété que l'ensemble des personnes en emploi, 33%. Donc, ça fait quand même une très grosse différence. Et on voit qu'on est vraiment dans un secteur, bon, c'est pas une surprise, mais en tout cas, là, ça a été formalisé par l'adresse l'année dernière. Et puis, hier, tu m'as donné un chiffre vraiment catastrophique sur les internes. J'étais loin d'imaginer effectivement à quel point c'était. Oui, alors moi aussi, j'ai été très choquée en fait. Alors probablement certains d'entre vous l'ont lu aussi, malheureusement le suicide d'un interne il y a une quinzaine de jours, qui a révélé encore des questions autour de ces risques psychosociaux et de ces démarches mises en place ou pas mises en place, qui révèlent aussi beaucoup de difficultés pour les internes. Et donc effectivement, ce serait un interne qui se suicide tous les 18 jours. Donc, on est vraiment sur quelque chose de catastrophique en termes de chiffres. Donc, QVCT, risques psychosociaux, on peut effectivement, dans les facteurs de risque et les conséquences, aller jusqu'au burn-out ou pire, d'où l'importance en fait du sujet. De la prévention, Et de la prévention. Alors voilà, justement, pourquoi c'est tellement prégnant dans le secteur de la santé? Alors, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, un secteur qui est particulièrement touché par les RPS, de très grosses difficultés d'attractivité. Là encore, je pense que j'apprends rien à personne ici. Très difficile de retenir le personnel, très dur de générer de nouvelles embauches. Et puis, une période sociétale dans laquelle on est dans une recherche d'équilibre vie pro, vie perso, et ça, c'est super. Mais du coup, ça oblige à réfléchir et à retravailler les conditions dans lesquelles le travail est effectué. Donc, effectivement, la transition est toute faite. On va parler justement du secteur de la santé, de vous, de vos pratiques dans les établissements de santé. Donc, voilà, comment, d'un point de vue plus opérationnel, maintenant, tu peux nous témoigner de la mise en place de ce type de projet? Ouais. Alors, en fait, ce type de projet, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut pas partir sur des objectifs énormes. Il faut pas se dire que c'est quelque chose qu'il faut faire de très, très gros. La base, c'est déjà de repartir de ce qu'on fait déjà. Donc, on fait déjà un temps d'inventaire collectif, participatif. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être important. Je le développerai plus tard. Sur qu'est-ce qu'on fait déjà? Parce que très souvent, en fait, on a plein de choses qui sont faites un petit peu de partout, mais on prend pas le temps de les recenser et de les valoriser comme étant de la qualité de vie, conditions de travail. Donc, on prend le temps de recenser. On utilise, je le disais tout à l'heure, le DERP, qui est un document qui est obligatoire. Donc, de toute façon, il faut s'y mettre. Il faut le faire. On réfléchit facteur de prévention, on réfléchit facteur de risque. Et là, on peut se dire, OK, qu'est-ce qu'on met en place? Et puis, on construit un plan d'action qu'on va suivre, qu'on partage et sur lequel on va communiquer. D'accord. Et pour que tout ça se fasse dans les meilleures conditions possibles, donc des facteurs de réussite. Donc déjà, c'est définir des objectifs et des priorités. Là encore, de co-construire les choses. Et puis, d'associer les personnes clés à chaque étape. Et ça, c'est une particularité un peu des démarches QVCT. En tout cas, celles qui fonctionnent bien, ce sont celles dans lesquelles on associe l'intégralité des personnes clés. C'est-à-dire,
des fois des gens avec lesquels on n'a pas l'habitude de collaborer, on n'a pas l'habitude de faire des choses ensemble ou sur lesquels on va pas avoir des échanges clairs. Voilà. Ouais. Donc, on peut parler de réunir dans un établissement de santé les directions, les managers, le CSE, les services de santé au travail, les responsables et directions des soins, les présidents des CME, des différents corps médicaux, paramédicaux, pharmaciens, tous les gens, en fait, administratifs, tous ceux qui vont intervenir dans l'établissement. Il faut absolument qu'on soit représenté partout parce que un changement, un projet, une mise en place va forcément avoir un impact plus global. Donc, l'idée, c'est qu'on voit les choses comme un système et qu'on aille travailler sur le système et la systémique autour des structures. D'accord. Voilà. Et puis, juste pour finir sur ce sujet-là, dans l'idée aussi des facteurs de réussite, c'est vraiment de ne pas avoir peur d'expérimenter, de tester des choses, puisque dans les tests, en fait, ça nous permet de voir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas et de s'autoriser le fait que parfois, on va tenter des trucs qui vont pas fonctionner. Qu'est-ce qu'on en apprend? Comment est-ce qu'on les modifie? Mais on est tous OK pour être dans cette démarche-là. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu parlais justement de l'importance de la communication. Essentiel. Communication interne. Donc, chez Interview de Santé, on a un outil, une application mobile, Alice, et certains d'entre vous l'utilisent déjà. Donc, moi, je me suis amusée à aller voir effectivement comment vous abordez la QVCT, comment vous en parlez, et puis voilà, donner des exemples d'usage, d'ateliers, bonnes pratiques. Voilà, je voulais partager avec vous. Donc, Cédric et Charlotte sont là. Voilà, Mont-de-Marsan, vous avez et je vous invite tout à l'heure à venir témoigner de ce retour. Hein. Vous avez mis en place un appel au volontariat pour préparer la semaine de la QVCT. À Chambéry également, vous avez mis en place un comité et pour mobiliser, intégrer et développer tous ces projets. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver comme exemple, comme type de projet en lien avec la QVCT dans les établissements? En ce qui concerne la gestion du stress, on va trouver des ateliers de bien-être, mais également ici à Aix, des ateliers de gestion du stress. On va retrouver ici en lien, tout à l'heure tu parlais de cohésion d'équipe, de co-construction, on va retrouver des projets de team building à Chambéry, des Olympiades organisées. Hein. On associe là et la gestion et la cohésion d'équipe et l'activité physique, ce qui est intéressant. Également ici la constitution d'équipes sportives pour participer à des événements. On va retrouver ici tout ce qui concerne le travail en groupe, la co-construction, la mise en place d'ateliers, de concertation pour travailler ensemble. Et surtout si on n'est pas dans les mêmes services et si on n'a pas l'habitude de travailler ensemble, c'est encore plus intéressant. On va retrouver aussi des projets en lien avec l'aménagement des espaces de détente, nouvelles restaurations, des nouveaux équipements qui sont mis en place dans ces espaces de détente. Sur le volet développement professionnel et personnel, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des formations qui sont proposées sur l'accueil physique, mais également sur la confiance et crois en toi. D'autres formations assez originales ici à Chambéry sur la facilitation graphique. Qu'est-ce que je voulais vous montrer également? Puis voilà, surtout en lien, la mobilité, les vacances de poste, les évolutions de carrière qui sont possibles. Un autre volet en lien avec la santé physique et mentale. On va proposer ici à Chambéry des ateliers d'activité physique adaptée. Mais du coup, pas pour les patients, pour les professionnels. Ici, il y a aussi une expérience intéressante. C'est un escape game, donc des ateliers ludiques, pédagogiques, vous voyez, sur des thématiques gestion des émotions, prévention des TMS, épuisement professionnel. Donc, voilà, des projets vraiment en lien avec la QVCT. Et puis, il y a un autre aspect aussi, c'est tout ce qui est la reconnaissance, la valorisation. Donc là, effectivement, c'est à DATS. On valorise un service qui a été récompensé, qui a eu un prix. Et on va le communiquer, on va le présenter à tout le monde. Et puis ça, j'aime bien aussi tous ces likes. En fait, c'est tous les petits mots. Parce que bien souvent, on se focalise sur les retours, les critiques des patients. Et là, en fait, régulièrement,
il publie tous les petits messages d'encouragement, de remerciement des patients à l'ensemble des équipes. Et là, cette application, c'est une application qui est mise à disposition pour l'ensemble des personnels, c'est ça? Oui, c'est ça. Une D'accord. application Ah oui, pour tous les soignants à l'hôpital, même ceux qui n'ont pas d'intranet, même ceux qui n'ont pas D'accord. accès. Voilà. Et certains d'entre vous l'utilisent, donc voilà, on pourra valoriser toutes ces bonnes pratiques tout à l'heure. Alors maintenant, voilà, autre question, comment aller plus loin? Ouais. Comment... Oui, donc là, l'idée, c'était aussi de partager un peu, de commencer à vous partager un peu des pistes et des exemples de ce qu'on peut faire, effectivement, en plus. Mais encore une fois, je serai friande et on sera friand de voir comment vous, qu'est-ce que vous faites, vous, dans vos établissements, qu'est-ce qui est mis en place. Donc là, pour donner quelques pistes ou partage d'expérience, quand on parle qualité de vie, conditions de travail, on parle aussi souvent d'innovation managériale. Donc, l'innovation managériale, elle peut se faire de plein de façons. Donc, l'idée, c'est déjà d'accompagner effectivement les managers dans leur fonction, évidemment, donc des formations, et d'apprendre à faire les choses un peu différemment. Là, on vous parle par exemple de poser un cadre partagé et commun aux échanges. En coaching, souvent, on a l'habitude au début en fait d'un coaching d'équipe ou d'une réunion, d'interroger en fait sur de quoi chacun a besoin pour que tout se passe bien, pour que la réunion soit constructive, pour que je sois dans de bonnes dispositions pour pouvoir parler, pour pas avoir peur de m'exprimer, etc. Donc, on pose un cadre ensemble et on peut même aller jusqu'à se responsabiliser chacun. Je sais pas, par exemple, sur l'utilisation du téléphone pendant une réunion. Est-ce qu'on est OK ou pas OK pour utiliser le téléphone? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place qui est garant, en fait, que ça fonctionne bien? Donc, ça permet aussi de se responsabiliser. Créer des temps différents. Alors là, j'ai eu des super choses, par exemple des safaris photos. Donc, on va faire un tour dans un service, par exemple, ou dans un établissement, et puis on va prendre en photo les espaces de travail, de l'accueil, des services de soins, des couloirs, etc., etc. L'idée étant de regarder comment le travail est fait et d'objectiver, de regarder de façon objective qu'est-ce qu'on peut modifier. Et on s'est rendu compte, par exemple, que parfois, il suffit de pas grand-chose. Sur un poste d'accueil secrétariat, une imprimante qui est un petit peu trop longue, un petit peu trop loin, pardon, eh ben, on la rapproche de quelques mètres, on rajoute une petite table à côté, ça facilite le travail de la personne qui accueille. Ça demande pas grand-chose, mais simplement le fait de pouvoir regarder, on se rend plus compte, en fait. C'est juste qu'on voit pas l'habitude. Exactement. Il y a des choses type Vie mon job, donc de faire des échanges de job, donc de travailler, d'aller travailler dans un autre service, de prendre le rôle de quelqu'un d'autre, un soignant à la pharmacie, un pharmacien ou un préparateur dans un service, un médecin. Vous donnez l'exemple du brancardier, en fait, qui était bloqué dans l'ascenseur. Ouais, tout à fait. Oui, c'est des exemples de brancardiers qui des fois, moi j'ai vu et entendu des brancardiers qui se faisaient un peu remonter les bretelles parce que on les attend, parce que c'est trop long, etc. Sauf qu'en fait, le pauvre ou la pauvre brancardière était devant un ascenseur à attendre en fait que l'ascenseur arrive et l'organisation de l'établissement permettait pas à ce qu'il puisse optimiser le temps de trajet, tout ça. Donc voilà, ça permet de se rendre compte de ça. Faciliter les projets avec une vision QVT. Alors ça, c'était vraiment mon credo. Corps de métier. Voilà, c'est vraiment en fait là où moi, au cours de mes changements du tout le temps où j'ai implémenté des logiciels de dossier patient, ce qui me venait vraiment, c'est comment on fait pour réfléchir à ce que quels sont les impacts pour les conditions de travail, mais je le formalisais pas encore comme ça. Et du coup, c'est vraiment important en fait de réfléchir avec une caméra QVCT à chaque début de projet. Pourquoi? Parce que la mise en place d'un projet, quel qu'il soit, à n'importe quel endroit qu'il soit, ce projet il va avoir des impacts forcément sur les conditions de travail. Mettre en place toutes les conditions de réussite pour la réussite de ce projet, optimiser la mise en place de ce projet, c'est se poser la question déjà en amont des impacts que ça peut avoir. Et puis, donc, on peut mettre en place aussi évidemment des démarches participatives, je dirais peut-être un petit peu plus. Et puis, l'importance, je le dis et je le redis, de la communication, de comment on informe, de comment on donne envie et de comment on est transparent aussi sur ce qu'on fait, comment on le fait. Et nous, je trouve super, en fait, l'outil que vous mettez à disposition, en fait, qui est a priori d'une simplicité qui permet à ce que tout le monde puisse avoir des informations. Ouais, c'est super.
Euh, Là, tu nous présentes effectivement d'autres idées, d'autres pistes aussi Ouais, qui sont intéressantes. tout à fait. Un peu toujours dans les questions d'innovation managériale, c'est mettre en place des réunions un peu différentes que celles où on est tous autour de la table, faire des inclusions et des déclusions. Ça peut être faire un tour de table pour prendre la météo de chacun. Ça peut être, on utilise beaucoup le photolangage aussi, donc de prendre une carte et de dire qu'est-ce qu'elle m'évoque dans le moment, là, tout de suite, maintenant, par rapport au sujet dont on va parler. C'est varier le matériel, utiliser des paperboards, des post-it, se lever, faire bouger les gens, pas rester assis autour d'une table tout au long de la réunion. Et puis, c'est varier les temps aussi, c'est travailler par petits groupes dans des temps contraints. Pendant 10 minutes, on va travailler sur tel sujet, on revient, on en rediscute. On prend le temps de s'écouter et on met un cadre dans lequel on a la parole libre, où on peut se dire les choses. D'accord. Tu parles justement du cadre, hein. C'est une de tes recommandations, construire un cadre de coopération clair, vraiment pour favoriser les échanges. Oui, tout à fait, avec une réflexion autour d'une... est-ce qu'on est dans une dynamique de coopération? C'est-à-dire que si on veut pouvoir coopérer, mettre en place une démarche de QVCT, il faut aussi se poser la question de aujourd'hui, est-ce qu'on peut facilement mettre en place des échanges nourris réciproques ou est-ce qu'on est plutôt dans une organisation, on fait de la rétention d'informations ou on manque de réciprocité? Donc, s'exprimer, c'est réfléchir sur ces sujets-là. Et puis, un élément important aussi, c'est de réfléchir à la différence et à l'écart entre le travail prescrit et le travail réel. Travail prescrit, c'est nos fiches de poste, c'est la réglementation, c'est les règles, le règlement intérieur d'établissement. Et puis, le travail réel, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Et on sait bien que dans les établissements de santé, on est plutôt dans des choses qui sont mouvantes autour de ce travail prescrit et de se poser les questions, voilà, tranquillement et clairement. Oui, les incidents, oui, les pannes, oui, les problèmes d'outils, oui, parfois le manque d'infos, de personnes, les urgences, voilà. Et comment est-ce qu'on peut anticiper un maximum de choses autour de ça? Alors, pour finir, et puis ensuite, on partira sur les questions-réponses, le débat. Tu nous as préparé aussi ça dans cette présentation, les 10 idées clés. Oui, de l'ANACT. De l'ANACT, oui. Donc, l'ANACT fait très, très bien son boulot. Donc, j'ai pas besoin de réinventer la poudre, on n'a pas besoin de la réinventer. Et c'est vrai que ces 10 idées clés, elles permettent d'avoir quelques points de repère. Et c'est bien de les mettre en conclusion de ce temps de partage. Donc, déjà, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que la QVCT, chaque organisation va le faire en fonction de ses propres enjeux. Donc, il n'y a pas une démarche clé, une démarche où se redéroule d'un établissement à un autre. C'est vraiment chacun selon ses enjeux, sa situation. Voilà, donc ça, c'est important. Je suis friande aussi de la théorie des petits pas, encore une fois. L'idée, c'est aussi valoriser ce qui est déjà fait et puis d'avancer aussi petit à petit. On n'a pas besoin de faire des pas de géant des fois pour faire des gros changements. Des fois, un tout petit changement, ça va changer beaucoup de choses en fait dans la qualité de vie et des conditions de travail de la structure. La démarche QVCT, c'est un facteur de santé des personnes et un levier de performance de l'organisation. Donc ça aussi, avoir bien en tête, on ne parle pas que de la bonne santé des salariés, on parle bonne santé des salariés évidemment, mais aussi performance de l'organisation. Avec un objectif. Avec un objectif, exactement, qui du coup, en étant co-construit et co-partagé, va recréer aussi de la cohésion. Et puis, les différents, le dialogue social aussi, le fait de pouvoir bosser ensemble. Là où parfois on peut être en confrontation, là on va se mettre ensemble dans l'idée d'un projet commun qu'on va faire en sorte de faire avancer pour qu'il soit les meilleures conditions pour tout le monde. Donc on recrée aussi une dynamique de dialogue social. Merci, Sabrina. Avec plaisir. Vraiment, c'est très intéressant. On est en plus bien dans les temps. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive avec un moment d'échange. Donc, aussi bien pour poser vos questions que pour nous faire part de vos témoignages, de vos expériences. Oui. Bonjour, alors je peux commencer par une question puisque on entend parler de plus en plus du télétravail pour les soignants. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça s'inscrit justement dans le cadre de la QVCT? Merci de cette question, Nathalie. Alors, il se trouve que j'ai vu hier un webinaire de l'ANAP sur le télétravail des soignants. Alors,
sur le coup, je me suis dit, mais de quoi on parle? On parle télétravail des soignants. Et c'était vraiment super intéressant de voir comment est-ce que ça pouvait être organisé et comment on pouvait organiser effectivement du télétravail. Alors, c'est pas vrai sur toutes les spécialités, hein. Il y a évidemment quand on a besoin de faire un soin, bah, on fait le soin et bon, c'est difficile de faire une piqûre à distance. Par contre, il y a beaucoup de choses sur de la réflexion autour de pratiques, des réunions, des consultations à distance qui peuvent se faire et dans ce cas-là, qui peuvent effectivement se faire en télétravail. Donc, la réflexion du télétravail pour les soignants, oui, c'est effectivement un sujet QVCT. Tout à fait. Est-ce que vous voulez témoigner de vos projets en métropole Savoie ou à Mont-de-Marsan aussi? Est-ce qu'il y a des témoignages? Donc, Patrice Fiou, je suis directeur d'un établissement. Bonjour Sabrina, il y a tellement longtemps. Oui. Je veux bien partager quelques expériences réussies, moins réussies. Et même la question de me poser la question, est-ce que c'est de la QVCT? Est-ce que c'est du sens au travail? Est-ce que les deux sont liés? Bon, je vous partage quelques éléments. Juste pour le contexte, un établissement de santé, centre de rééducation. Comment dire, l'adhésion, il y a une dizaine d'années, à une philosophie qui est une philosophie humaniste qui s'appelle Plant Tree, auquel on adhère toujours. Mais avec beaucoup d'espoir au départ, l'idée, c'est la philosophie humaniste, tant dans le soin que dans le management, direction des professionnels et des patients, et de se dire, bon, il y avait déjà un terrain favorable dans l'établissement, et de se dire, on va essayer d'amplifier et de mener un certain nombre d'actions qui amènent à prendre soin de l'autre, je le redis, tant dans le soin que dans le management, prendre soin aussi des salariés, ça nous paraissait important. Mais en fait, les deux sont liés parce que le fait qu'on soit bien dans les soins, ça redonne aussi du sens au quotidien. La principale difficulté, c'est de le mener à bien dans la durée. Et j'ai envie de dire, la QVCT, c'est aussi peut-être dans la durée aussi que c'est parfois difficile de le mener à bien. Et puis après, je voulais aussi vous partager quelques actions qu'on a menées qui sont des actions ponctuelles et qui ont aussi, elles, du mal à ce qu'on a du mal à leur donner du sens dans la durée. Je donne un exemple. Par exemple, on a mis en place, puisque c'était une demande de la part des patients au départ, pour valoriser un peu le travail des soignants, c'est ce qu'on a appelé, enfin, on ne l'a pas inventé, on l'a importé du Québec, qui est le mur des célébrités. En fait, on a mis les photos des salariés qui acceptaient sur les murs à l'entrée des services. Donc voilà, ça c'est un élément qu'on a souhaité valoriser les professionnels qui acceptaient. On a aussi mis en place ce qu'on a appelé, et là aussi on l'a importé du Québec aussi, alors c'est un peu particulier comme terminologie, mais on n'a pas trouvé mieux pour l'instant, c'est l'arbre des bons coups. C'est-à-dire que chaque professionnel, il y a un arbre qui est dans le hall de l'établissement, et chaque professionnel qui veut mettre en avant un soutien d'un collègue, une action d'un collègue qui peut passer inaperçu, par exemple, servir un café, j'en sais rien, ou inviter à un café, ou prendre le temps de s'asseoir à côté de son collègue. Donc voilà, on a essayé de le mettre en place, et chacun pouvait venir mettre un post-it ou accrocher à cet arbre, sans forcément désigner la personne, mais ou en désignant la personne. Donc ça aussi, c'est une difficulté à le rendre, à le poursuivre dans le temps. C'est-à-dire que ça a très bien marché au départ. Oui. Et puis, c'est un peu comme l'éducation, quoi, hein. Il faut répéter et relancer les choses. C'est un deuxième point que je voulais vous partager. On a mis aussi en place, on a, comme dans tous les établissements de santé, des cages d'escalier qui sont plutôt tristounettes habituellement. Et donc, on a fait, on s'est aménager l'environnement physique. Et c'est lié à cette philosophie de soin, c'est-à-dire qu'on a fait intervenir une plasticienne pour dessiner un arbre avec la contribution des professionnels et des patients pour que ce soit un peu plus agréable, sachant que c'est un outil de rééducation, les escaliers aussi, puisque on est en rééducation sur l'appareil locomoteur. Et puis le dernier point que je voulais vous partager avant un questionnement, et je ferai le lien avec le télétravail de tout à l'heure. On a surfé aussi sur les Jeux Olympiques, puisqu'on était titulaire de l'appel à projet sur les 5000 terrains de sport. Et on s'est dit, pour aménager notre espace extérieur, on va pouvoir l'aménager pour développer des activités physiques et sportives, tant pour les patients au départ en rééducation que pour les professionnels.
parce que je me suis dit, peut-être fidéliser et du coup de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, c'est aussi quelque part travailler sur la fidélisation et l'attractivité. Donc, ça n'a pas encore vu le jour, mais ça va voir le jour. Et du coup, je vais être attentif à ce que je disais tout à l'heure, cette notion de pérennité dans l'action et de poursuivre ces actions de QVCT qui finissent parfois par se perdre, soit parce que les acteurs qui étaient moteurs au départ sont plus là, soit parce que l'usage du temps fait aussi ceci. Et puis, mes questions, c'est en termes de QV, enfin, avoir votre regard sur la notion des, en établissement de santé, les 8 heures versus les 12 heures ou les 10 heures. Voilà, c'est un élément aussi. Et on a du mal à trancher. Le télétravail, bien évidemment, vous l'avez, une collègue l'a dit. Et puis, ce qu'on se retrouve confronté sur la QVCT, c'est l'ouverture à de nouveaux modes d'organisation. Le télétravail en fait partie, les 12 heures en font partie, mais aussi proposer des cycles de travail variés qui intéressent. Voilà, ça, c'est une vraie difficulté pour pour ce qui me concerne. Je ne sais pas si elle est partagée par les collègues, mais comment on fait pour devancer, en fait, ou répondre aux nouveaux modes d'organisation, aux nouvelles attentes. C'est vrai que la Covid a mis en exergue certainement le temps passé chez soi, le temps consacré au travail, le temps consacré au passe-temps. Donc voilà, je voulais aborder ce sujet-là parce qu'il y a un véritable lien. Je suis désolé, j'étais un peu lent, mais... Non, mais très bien. Super, ouais. Merci Patrice pour le partage. Alors déjà sur les actions que vous avez mises en place avec Plantry, là on parle effectivement beaucoup de cohésion. Là vous êtes vraiment sur des critères de cohésion, de relations humaines, donc de mettre en place des relations humaines peut-être plus de proximité, etc. Donc c'est super. Toute la partie environnement avec la refonte du cadre de travail, des escaliers, etc. Là aussi, on est encore dans une réflexion de comment est-ce qu'on met en place du bien-être dans la façon dont on va faire en tout cas dans lesquelles le travail va être exécuté. Après, une des pistes peut-être ou des clés pour se reposer les questions de comment est-ce qu'on organise et comment sont organisées les structures, c'est aussi d'aller réfléchir sur les questions de contenu du travail. Donc, vous l'avez dit là sur la question du télétravail, l'idée c'est qu'est-ce qu'on peut se poser comment est-ce qu'on peut s'interroger sur les pistes, quels sont les projets qu'on développe dans la structure, comment on peut faire intervenir peut-être d'autres personnes qu'on n'a pas l'habitude de faire intervenir sur certains projets, par petites touches ou grosses touches, à voir fonction du projet en question. Je repense au système d'information, par exemple, quand on met en place un changement de système d'information ou qu'on se questionne sur notre système d'information, ça peut être aussi associé plein de gens différents, pas que des référents formation, mais des gens aussi qui vont se questionner sur comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut améliorer ces éléments-là, quels échanges on peut avoir dans un environnement qui est contraint, parce que des fois, on gère pas tout. Sur les systèmes d'info, quand il demande une modification à l'éditeur, il va peut-être pas me la faire dans la seconde, voire même pas me la faire au bon moment parfois. Donc, comment est-ce qu'on fait avec ça? Ce que j'entends aussi, c'est des questions à se poser sur les compétences et les parcours professionnels. Donc là aussi, c'est d'aller questionner aussi de quoi les gens ont besoin ou envie et est-ce qu'on a une possibilité, des actions de réponse. Encore une fois, des fois, il suffit de pas grand-chose pour pouvoir aussi permettre de varier. Vous êtes dans des environnements qui sont contraints avec des problèmes d'attractivité, avec un secteur d'activité qui est pas toujours simple en termes de métier. Donc, faut vraiment être dans une ouverture aussi, effectivement, sur ce qui peut être. Des fois, faut oublier un petit peu le passé, puis se mettre aussi dans des dispositions de voir qu'est-ce qui est possible, même si on l'envisageait pas jusqu'à maintenant. Et je vous rejoins sur le fait de la projection, en fait, sur plus tard, d'anticiper, parce que là, on rentre aussi dans des questions, on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, mais aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, il se passe beaucoup de choses dans le secteur de la santé autour de l'intelligence artificielle, des choses qui sont formidables, mais des choses qui peuvent faire aussi peur. Et de se retrouver dans des mêmes questions que celles que j'ai pu connaître quand on installait les DPI. Moi, j'ai des infirmières en formation qui sont effondrées en pleurs, en me disant, mais en fait, Sabrina, moi, je ne vais plus pouvoir faire mon travail.
Alors, Oui, parce que je passe trop de temps à renseigner des pays alors que je parce que suis je ne là. sais pas utiliser Ouais. un ordinateur. Ouais, ouais. Je sais faire mon métier d'infirmière, mais je ne sais pas utiliser un ordinateur. Aujourd'hui, mon métier d'infirmière, c'est aussi utiliser un ordinateur. Je ne vais plus pouvoir faire mon travail. Mm. Et on va se retrouver dans les mêmes questionnements Avec avec l'IA. l'intelligence artificielle, Donc là où, ouais, tout à, ouais, tout à fait. c'est donc vrai. là aussi, peut-être des choses à anticiper. Euh, Après, sur les questions aussi de management, hein, peut-être s'interroger comment est-ce que les échanges entre les salariés et le management se passent aussi, et comment est-ce que ces échanges se déroulent, et quelles sont les remontées peut-être qui sont faites par les services et de quoi ils auraient besoin ou envie. Voilà, ça peut être quelques clés. Quoi qu'il en soit, ça peut se faire que de façon co-construite et concertée. Encore une fois, l'idée pour vous, c'est de pouvoir conserver personnel et d'en attirer peut-être de nouveaux. Mais ça se fait en fonction aussi des contraintes de votre structure. Et on ne peut pas tout faire non plus. Donc voilà, il faut trouver le bon équilibre. Et ça se fait en le partageant ensemble. Je ne sais pas si ça répond un peu à vos questions. Ouais. Est-ce que d'autres personnes veulent témoigner justement des projets qui sont mis en place? Alors moi, je peux faire un retour. Donc, je suis Edwige Grosbon, ancienne directrice, et aujourd'hui, je fais de l'accompagnement et de la formation dans les établissements de santé. J'ai un petit retour à faire sur la mise en place du co-développement, notamment au CH de Bourgoin-Jallieu. Ouais. C'est un super levier, d'abord parce qu'on est dans la co-construction, et puis parce que il a été mis en place au niveau des managers, et qu'en fait, du coup, on travaille sur les pratiques managériales. Le co-développement, il a cette capacité à venir apporter du soutien, à pouvoir aussi faire en sorte aussi que les acteurs vraiment puissent partager sur leurs pratiques, sur leurs bonnes idées, et ça a été un vrai levier managérial. Donc voilà, je voulais partager cette pratique qui est très simple à mettre en œuvre, et qui a vraiment porté des jolis fruits. D'accord, super. Est-ce que vous pourriez juste, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le CODEV, expliquer en quoi ça consiste? Ouais, pardon. Le co-développement, c'est une pratique qu'on peut faire au cours de cercles de co-développement. En général, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. On va se réunir entre 8 et 10 fois. Il y a en général 10 participants maximum pour que ça soit efficace. Il y a un facilitateur qui est l'animateur, qui est garant du cadre, qui est garant de faire progresser le sujet. En fait, chacun vient avec un sujet à traiter. Il faut qu'on soit des pairs. Il faut pas qu'il y ait de niveau hiérarchique dans ces cercles de co-développement. Et donc, on va venir travailler sur chacun, on va proposer chacun une problématique, on en retiendra une qui sera traitée. Un cercle de co-développement, en général, ça prend 1 heure et demie. Et puis, on va pouvoir venir donc aider un participant, et puis à tour de rôle, chaque membre du cercle de co-développement passera sur son sujet, et ça permet d'être très innovant, et puis d'avoir de pouvoir aussi ouvrir le champ des possibles, parce que du coup, il y a plein d'idées un peu folles, il y a plein de soutiens aussi qui peuvent se faire à travers ces cercles de co-développement. Donc, voilà. Ouais, super. Du coup, ça fait écho merci d'amener le CODEV là, ici. Ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est de pouvoir aussi mettre en place des collaborations avec parfois des gens qui n'ont pas l'habitude de collaborer. Et enfin, il y a un truc qui me vient, je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais mettre en place du CODEV avec dans des cercles où on va retrouver un directeur, un responsable informatique, un cadre de soins, une infirmière, une ASH, un responsable informatique, quelqu'un du CSE, un pharmacien, enfin, de créer des groupes comme ça très mixtes, très différents, et qui pourraient partager du coup chacun des difficultés qu'ils rencontrent dans leur quotidien et d'aller chercher des réponses ensemble, qui la permettraient aussi encore plus impliquer chacun et de découvrir un peu plus les problématiques des uns et des autres. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça dans ce cadre de groupe très mixte. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je me dis que ça pourrait être une chouette chose à expérimenter. Ouais. Alors, je l'ai fait, mais la seule chose, c'est qu'il faut vraiment il faut qu'ils aient un point commun, un sujet, un intérêt commun.
Donc, du coup, moi, je l'ai fait sur le sujet du management. Et effectivement, j'avais un responsable technique, j'avais le DRH, j'avais des personnes très diverses qui avaient peu l'habitude de se côtoyer. Mais il faut vraiment qu'ils aient un sujet commun pour pouvoir grandir sur le sujet et que ça les intéresse. Et donc, il faut qu'il y ait vraiment... on peut réunir, par exemple, sur la QVT, ça peut être un sujet de co-développement parce que ça intéresse tout le monde et à ce moment-là, ça peut rejoindre. Super, merci. Et il y a un autre point aussi qui peut Ouais. être intéressant, c'est le travail dans les hôpitaux publics, le travail du binôme chef de service et manager, qui souvent aussi est un lieu où il se passe beaucoup de choses et où on peut faire progresser aussi l'organisation. Merci, Edwige. Est-ce qu'on a d'autres témoignages ou des questions? Alors, sur Mont-de-Marsan, outre bon, la semaine de la QVT qu'on met en place chaque année avec des ateliers bien-être qui sont proposés par les agents, tous les ateliers, on est en train de mettre en place avec les 3 hôpitaux qui constituent notre GHT une commission locale de conciliation, donc pour la résolution à l'amiable des conflits. Voilà, donc on a une commission qui s'est mise en place de 18 personnes sur nos 3 hôpitaux et qui regroupe un peu tous les métiers. On a des médecins, des cadres, des préparateurs en pharmacie, un directeur, et ils sont actuellement en train de se former à la conciliation via le HESP. Voilà, pour voilà, mettre en place cette commission au sein du GHT. Super. Ah ouais, super intéressant aussi, ouais. Et les personnes ont été volontaires dans Oui, tout à fait. En fait, ça a été un appel à volontariat. Appel à volontariat en leur expliquant aussi quel était le rôle de la commission locale de conciliation. Et puis, comme elle intervient aussi en amont de la médiation, ils ont aussi toute une partie du cours sur qu'est-ce que c'est que la médiation en établissement de santé. Oui, ils sont Voilà, formés, donc là, ils ont... hein. C'est ça, ils sont formés à la médiation. Alors, eux, ils sont formés du coup à la conciliation. Oui. Donc, ce seront donc des Oui. conciliateurs. Et si la conciliation n'aboutit pas, c'est là qu'on peut passer au niveau de la médiation. Mais en tout cas, on a une commission locale, voilà, au sein du GHT qui est en train de se mettre en place. Super. Et les profils qui se présentent, vous constatez, c'est des profils mixtes. Vous avez des catégories professionnelles qui sont plus représentées ou vous retrouvez un petit peu? Alors, on a eu sur la base du volontariat, on a eu quand même pas mal on a eu beaucoup de volontaires. Ouais. On en a gardé que 18. Forcément, on en a, je crois, 8 sur les 2 établissements, les 2 plus gros établissements, et puis 2 sur le plus petit. Et après, on a fait un choix, en fait, que chaque métier soit représenté. Ok. Donc, voilà, on a un médecin, je crois qu'un médecin réanimateur, on a chargé de communication, on a une directrice, on a un préparateur en pharmacie, on a des cadres, secrétariat, psychologue du travail. Voilà, on a vraiment quasiment, je crois qu'on a une personne de la logistique peut-être aussi. Voilà, on essaie en tout cas de représenter un maximum pour que lorsqu'ils vont mener une conciliation, donc en co-conciliation, qu'il puisse y avoir tous les métiers de représentés pour pouvoir aider à la résolution du conflit. Et ça, merci beaucoup pour votre partage et ça fait écho à la question que posait Patrice là, tout à l'heure. Typiquement, en fait, mettre en place ce genre de comité, ou votre comité de conciliation, c'est aussi donner un autre angle et une autre façon de travailler, l'opportunité en tout cas à ses collaborateurs d'avoir d'autres activités dans leur métier. Et donc là, on retrouve des questions aussi d'évolution, on retrouve aussi des questions d'équilibre. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que vous avez eu autant de gens qui se sont présentés de façon spontanée et volontaire. C'était pour faire aussi autre chose. Il y a aussi cette idée de pouvoir diversifier nos activités dans un cadre accompagné, etc. Donc, et puis c'est une autre façon de se responsabiliser aussi, faire partie d'un comité de conciliation, c'est être responsable aussi des échanges entre des usagers et des professionnels de santé, d'être au courant des problématiques, de les faire remonter, de pouvoir en échanger, etc., etc. Super. Merci beaucoup. Merci. Donc, Cédric, je participe enfin, je suis un des formés. Le petit témoignage, alors effectivement, je vous rejoins, ça permet d'être, il y a une partie de ça qui est d'être utile différemment à l'établissement, après qu'on peut mettre de différentes sortes.
la petite anecdote et le petit écart qu'on se disait avec Aline quand on en parlait, la particularité de cette formation, c'est que pour une fois, alors je dis pour une fois, mais par rapport aux autres choses qu'on peut essayer de faire en commun et de mettre en commun, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'enjeu d'organisation d'établissement. Donc, malgré les différents établissements et les différentes origines des personnes entre services, etc., on vient de finir le deuxième module il y a quelques jours. À aucun moment donné, on ne se dit, dans mon établissement, ça fonctionne comme ci ou comme ça. Et il n'y a pas d'enjeu, en fait, d'organisation, de comparaison, quoi. Et finalement, alors, il y a des partages d'expériences, mais qui sont en fait pas rattachés à un établissement ou à un service en particulier, puisque on sait très bien que quand on réunit des professionnels de différents établissements sur un périmètre de partage, en fait, à un moment donné, il y a toujours, ah bah oui, mais chez nous, ça fonctionne comme ci, ou chez nous, ça fonctionne comme ça. Alors, c'est naturel, c'est humain. Et finalement, ce sujet-là n'arrive jamais sur la table. Et je trouve que c'est agréable et du coup, on converse de manière complètement différente. Et on est là pour vraiment se former alors je vais dire à un métier. Je sais pas si on peut dire que le conciliateur, c'est un métier, un rôle, voilà. Et on n'est pas là pour batailler sur la mise en place de plus de quelque chose, etc. D'autant que la conclusion qui est en train d'arriver, alors on n'a pas un GHT avec 45 établissements non plus, mais c'est de te dire que finalement, l'objectif est presque que ce soit les conciliateurs de l'établissement habituel, ce soit pas eux qui interviennent, mais que ce soit ceux justement des autres établissements pour gagner en objectivité et justement en indépendance vis-à-vis des structures, etc. Surtout dans le rôle de la conciliation, finalement, le conciliateur est mandaté par, à un moment donné, par la direction d'un des établissements qui est confronté à la problématique. Merci Cédric, ouais, très intéressant. Un grand merci à tous et à bientôt. À bientôt, bonne journée.